Barkhane, désormais limité à la coopération, à un appui aux forces armées nationales et à la force Takuba. Message du président français lors de la session extraordinaire du G5. Les chefs d'État étaient réunis ce jour par visioconférence. Une session extraordinaire qui marque également la désignation de l'ambassadeur Éric Thiaré au poste de secrétaire exécutif. Le développement économique des agropoles pour accroître la résilience de l'économie nationale. Tous étaient conviés à la première session du comité national de pilotage. L'on réfléchit également à l'opérationnalisation du technopole pharmaceutique de Kokologo pour réduire les coûts d'importation des médicaments. Images et commentaires dans un instant. 200 millions pour l'acquisition d'un quart de retransmission, l'accompagnement du ministère en charge du développement rural au forum sur la radio rurale, une rencontre qui a abouti à de fortes recommandations. Nous vous les déclinons en cours d'édition. Des tonnes de poissons morts ainsi que du bétail. Cela se passe dans la boucle du Mohun. Des cas d'intoxication liés à la turbidité de l'eau selon le ministère en charge. Nous tentons de mieux comprendre la situation en fin d'édition. Ce sont là les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Le commandement militaire avec à sa tête le ministre délégué chargé de la Défense ainsi que le chef d'état-major général des armées étaient cet après-midi au palais présidentiel. Il marque ainsi l'ouverture des échanges entre le président du Faso et le personnel des forces armées. À la suite du commandement, c'est avec les officiers que la séance de travail s'est poursuivie. La rencontre est prévue durer 48 heures et touchera également les sous-officiers et les militaires de rang. En ses qualités de chef suprême des armées et de ministre de la Défense, le chef de l'État va échanger à bâton rompu avec les hommes afin de mieux jauger la problématique qui se pose au FDS, les efforts engagés par l'État en matière de sécurité et de défense, la loi de proclamation militaire quinquennale, la politique nationale de sécurité, le renforcement opérationnel des FDS et l'implication des populations seront entre autres points abordés. L'actualité, ce 9 juillet, est aussi marquée par la 57e session ordinaire du G5 Sahel. La rencontre s'est tenue par visioconférence et s'est terminée cet après-midi avec la désignation de l'ambassadeur Éric Thiaré au poste de secrétaire exécutif. Le président Emmanuel Macron, qui a participé à cette session, a donné plus de détails sur la future force Barkhane, les détails sur lesquels reviennent Jean-Eudes Bayala et Olopoda. Barkhane passe d'une force d'intervention militaire à un dispositif de coopération. À cette 5e session extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel, tenue en visioconférence, Paris donne plus de détails sur la redéfinition de sa collaboration militaire avec la région sahélienne. La force française, la force spéciale Takuba, et tout cela se reposant sur le triptyque donc appui, coopération et soutien. Donc, pour dire que même si à terme on arrive à une réduction des effectifs des forces françaises dans la région, ce sera donc dans une configuration avec plus de cohérence et avec plus de coordination, non seulement avec la force spéciale de Takuba, mais également avec la force conjointe du G5 Sahel et avec les forces armées nationales. En clair, la force française va donc demeurer sous le format appui et soutien aux différentes forces présentes sur le terrain, notamment la force conjointe du G5 Sahel et les armées nationales. Un engagement également au sein de la force spéciale d'intervention Takuba qui réunit aujourd'hui 10 pays européens. Toutefois, la question du financement de la force conjointe du G5 Sahel reste une préoccupation majeure pour les États membres. Nous avons toujours compté sur des résolutions des Nations Unies, notamment donc le chapitre 7 des Nations Unies pour donc assurer des financements pérennes et prévisibles. Ce n'est pas encore le cas. Donc il a été demandé d'explorer d'autres solutions afin de permettre que notre force conjointe soit dotée de moyens conséquents pour son action.
Était aussi à l'agenda de cette session extraordinaire la désignation d'un nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel. Et c'est le Burkinabé Yemdaogo Eric Tiaré qui succède au Nigérien Mahaman Sambo Sidikou. C'est une grande responsabilité au regard de ce que nous connaissons du G5 Sahel. La feuille de route qui a été tracée indique effectivement qu'il y a des actions à mener très rapidement. Mais ce qui est sûr, il y a déjà des chantiers en cours. Mais bien sûr, je prends l'engagement donc de pouvoir donner le meilleur de moi-même. La persistance de la menace terroriste commande une mutualisation des actions et opérations conjointes sur le terrain. Le nouveau secrétaire exécutif dit déjà mesurer la tâche qu'il attend et compte inscrire ses actions dans la dynamique d'une meilleure coordination de la coopération avec les amis et partenaires pour relever les défis sécuritaires dans l'espace sahélien. Autre sujet à la une de cette édition, la rencontre des pôles de croissance à travers la première session du Comité national des pôles qui veulent relever le défi du développement industriel en vue d'accroître la résilience de l'économie nationale. C'est d'ailleurs le thème de la session présidée ce jour par le Premier ministre, l'ouverture des travaux avec Bernard Koumbelem et Momoni Soubeiga. Pour cette première session ordinaire de l'année 2021 du Comité national du pilotage des pôles de croissance, la transformation industrielle dans les agropoles est au cœur des réflexions. En dehors des pôles de croissance du Bagré, du Sourou, du Samadini et du Sahel, d'autres technopoles sont désormais dans les visées du gouvernement, comme le technopôle pharmaceutique de Kokologo. Notre balance commerciale est totalement déséquilibrée dû au fait que nous importons énormément de médicaments. 90% donc, au-delà même des médicaments sont importés. Il y a un site, le technopôle à Kokologo, qui a été identifié. Des études sont en cours. Nous mobilisons régulièrement donc, du secteur privé national comme international qui ont déjà des projets structurants. Et à travers le cours des investissements, vous avez 2 ou 3 unités dans la production des médicaments qui vont certainement être inaugurées d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Donc nous pensons que la dynamique est enclenchée. Le Comité national du pilotage des pôles de croissance note des avancées dans plusieurs domaines et quelques difficultés qui seront soumises à l'analyse au cours de cette première session. Nous allons examiner quelles sont les offres actuellement que nous avons en termes d'accompagnement pour pouvoir permettre de lever les difficultés. C'est la question donc de la purge des droits fonciers, c'est la question donc du bornage et d'immatriculation pour ce qui concerne donc principalement la vallée de Sourou, et c'est aussi la question donc de l'accélération de la technopôle pharmaceutique de Kokologo, qui est une innovation attendue. Améliorer la balance commerciale agricole alimentaire, contribuer à la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et créer des emplois, ce sont les objectifs visés à travers la création des pôles de croissance. Et pour atteindre ces objectifs, il faut gagner le pari de l'industrialisation selon le chef du gouvernement. Les unités de transformation actuelles sont de petites et de moyennes capacités. Elles ne disposent pas de plateaux technologiques et de ressources financières suffisantes permettant de valoriser les filières agricoles. Cet état des lieux justifie la nécessité d'approfondir les réflexions sur la problématique de l'accroissement de la valeur ajoutée des filières pour une création d'emplois et une amélioration des conditions de vie des producteurs familiaux ainsi que des recettes d'exportation. C'est en cela que j'apprécie à sa juste valeur le thème de la présente session, à savoir relever le défi du développement industriel des agropoles en vue d'accroître la résilience de l'économie nationale. La présente session vise à apprécier l'état de mise en œuvre des recommandations de la précédente session et d'apprécier les pôles de croissance en exécution ou en préparation. Il s'agit des pôles de croissance du Bagré, de l'agropôle du Sourou et de Samadini, des pôles de croissance de l'Est et du Sahel. À cela s'ajoutent les grappes des huileries de Bobo Dioulasso et les technopoles de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso et le technopôle pharmaceutique de Kokologo. Il sera également question d'examiner les perspectives en matière de promotion des pôles de croissance pour la période 2021-2023. Le Premier ministre qui cet après-midi était avec une délégation de la CAMEG. La centrale d'achat est allée faire le bilan des 3 dernières années de fonctionnement. À sa suite, c'est la délégation du Conseil régional du Sud-Ouest qui a été reçue. Les détails de tout ceci avec Roger Kam et Boukari Ouetraogo.
Après quelques années de fonctionnement, une délégation de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux, CAMEG, est venue présenter au Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré la nouvelle dynamique impulsée au sein de la CAMEG. Après 3 ans de fonctionnement et par souci de redevabilité, nous nous sommes présentés devant son Excellence pour lui présenter les résultats obtenus jusque-là. Alors il faut savoir que les résultats sont globalement satisfaisant en termes de disponibilité et d'accessibilité des médicaments essentiels génériques sur l'étendue du territoire, mais il y a aussi un fait significatif qui est l'obtention d'un certificat ISO 9001 de 2015 que la CAMEG a obtenu après des aménagements et des améliorations dans son management. La délégation conduite par le président de l'organe de gouvernance de la CAMEG a reçu les félicitations et surtout les encouragements du chef de gouvernement. À la suite de la CAMEG, une délégation du Conseil régional du Sud-Ouest conduite par son premier représentant est venue soutenir le Premier ministre et aussi poser les préoccupations du Sud-Ouest. En ce moment difficile pour notre pays, nous sommes venus lui rendre visite, une visite de courtoisie, une visite d'encouragement, une visite de soutien à lui, à tout son gouvernement et à son Excellence, Monsieur le Président de Faso, voilà, afin qu'il puisse garder le moral toujours haut et pour mieux conduire la barque dans laquelle nous nous trouvons tous, afin que cette barque-là ne puisse pas chavirer. Et bien sûr qu'en venant le voir, nous avons porté avec nous quelques préoccupations au sujet du développement de la région du Sud-Ouest et nous avons échangé autour de quelques préoccupations. Le développement donc concernant l'agriculture, l'eau potable, l'éducation, la santé, etc. Le Premier ministre dit être attentif aux difficultés du Sud-Ouest et que des solutions seront trouvées dans un plan national enclenché dans son département. La résilience, c'est aussi ce qui est visé pour le système éducatif. C'est à travers une approche établie par les Pays-Bas et appelée Promesse FP. Elle vise la promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité. Elle touche les régions du Nord, du Sahel, de l'Est et du Centre-Nord. La cérémonie de lancement du projet est intervenue ce 9 juillet à Ouagadougou. Amado Ilboudo et Aimé Solange Guigman. Montant d'environ 6 milliards de francs CFA, le projet Promesse FP couvre les régions du Nord, du Centre-Nord, de l'Est et du Sahel pour une durée de 44 mois. Financé entièrement par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, il cible les filles et les femmes. Pour nous, les Pays-Bas, c'est très important d'investir dans la jeunesse de ce pays, c'est le futur de ce pays. Pour les assister, de rester plus de temps dans l'école, d'acquérir des compétences que leur assistent à prendre son propre route, spécialement dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'auto-emploi. Il y aura des interventions dans les établissements post-primaires et secondaires à travers une approche, par exemple, pour les compétences de vie et l'éducation financière en améliorant les curriculums et des outils pédagogiques, donc par la formation d'enseignants. L'objectif est d'améliorer l'accès des filles et des femmes à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité et des revenus décents. Un moyen de lutte contre l'extrémisme violent. C'est l'absence de développement souvent qui crée ce sentiment de laisser pour compte, qui amène donc ces frustrés souvent aussi à s'engager dans des actions terroristes. Et je pense que ce projet-là va contribuer à résoudre donc l'ensemble de ces projets-là. C'est pourquoi nous l'encourageons. À cet atelier, il s'agit donc de présenter le projet Promesse FP aux différentes parties prenantes et aux acteurs, tant au niveau central qu'au niveau régional, pour une mise en œuvre réussie du projet. Bilan positif à l'issue du forum sur la radio rurale, 200 millions de francs CFA comme contribution du ministère en charge du développement rural, une contribution qui permettra l'achat d'un quart de retransmission. Une table ronde fera suite à ce forum sur proposition de la feuille de route du comité de suivi. La clôture avec Constantin Ouedraogo et Moussaki. Après 2 jours d'échange entre organisateurs et partenaires techniques et financiers, le forum sur la radio rurale s'achève avec des recommandations, des engagements et des conventions.
Du côté des recommandations, le forum trouve la nécessité de renforcer les capacités des journalistes en langue. Les acteurs recommandent alors la création d'une filière langue dans l'école de formation des journalistes. L'engagement financier des départements en charge du développement rural s'élève à 200 millions de francs CFA pour l'acquisition d'un cadre de retransmission pour la radio rurale. Ce cadre-là aura l'avantage de permettre à la radio rurale d'aller sur le terrain, aller rencontrer les paysans en situation de travail et même pouvoir faire du direct avec ces personnes-là. C'est une façon pour le ministère de favoriser, de faciliter le travail de la radio rurale. Un comité de suivi composé des ministères en charge du développement rural, de la FAO et de l'UNICEF est mis en place. Ces membres doivent, dans un bref délai, proposer une feuille de route pour l'organisation d'une table ronde. Les acteurs sortent convaincus. Le forum de Waibi est une véritable école pour la structuration et la redynamisation de la radio rurale. Organiser un forum de ce genre sur la radio rurale, c'est attirer l'attention davantage et des pouvoirs publics et des populations sur la centralité du monde rural. Ce forum a été l'occasion pour nous de faire connaître mieux la radio rurale auprès de ses partenaires potentiels. C'était l'occasion aussi pour les partenaires de prendre des engagements afin de nous soutenir pour que nous soyons plus efficaces au service de la population rurale. Le forum sur la radio rurale est désormais institutionnalisé. Les émissions phares comme Beoninga et Burkina Variété doivent être redynamisées. Le monde attend aussi de la chaîne rurale la production des théâtres forums. Une mention spéciale est faite à l'Assemblée nationale pour sa forte participation. Au ministère de l'Éducation nationale, les assises prochaines sur l'éducation se préparent pour le mois de septembre. Les rencontres pour une réussite se poursuivent pour le ministre Ouareau, qui était cette fois-ci avec les anciens secrétaires généraux. La rencontre qui s'est tenue hier met fin à la série de concertations. Bienvenue Tansar. Au sein de différents départements en charge de l'éducation nationale, ils ont exercé les fonctions de secrétaires généraux. Aujourd'hui, leur avis compte pour la mise en œuvre réussie des assises nationales sur l'éducation prévues en septembre prochain. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Stanislas Ouareau, tient cette rencontre avec ses anciens secrétaires généraux. Objectif, expliquer le mécanisme et solliciter l'implication de tous au processus. Pour moi, les secrétaires généraux constituent une sorte de mémoire. Et c'est pour cela que pour ces assises nationales que nous sommes en train d'organiser, il était bon qu'on puisse les rencontrer, leur présenter donc la démarche, avoir leur adhésion qu'ils ont acceptée. Et même parmi eux, il y a 5 qui ont été donc choisis pour pouvoir contribuer à la rédaction du document de base des assises. Donc la présence de ces secrétaires généraux aux côtés du ministère en charge de l'éducation pour la préparation des assises, elle est très importante en ce sens que ils vont permettre de faire donc un bilan de la mise en œuvre des différentes réformes que notre système a connues, afin que sur la base de cela, nous puissions donc aller de l'avant. Cette rencontre boucle la série de concertations avant les assises. La rédaction du document de base de ces sessions démarre le 12 juillet prochain. Des discussions sont prévues dans les jours à venir avec les présidents régionaux du comité d'organisation, en l'occurrence les gouverneurs, pour définir le format de la gestion et de l'animation des assises régionales. Le dialogue, c'est aussi ce qui est mis en œuvre par le projet Ensemble pour le dialogue et la prévention de l'extrémisme violent. Pour ce faire, les échanges intercommunautaires et interreligieux sont encouragés. Le projet est porté par une ONG italienne et ses partenaires. Nous les découvrons dans cet élément explicatif de Amadou Ilboudo et Dramana Dadian. Prévenir l'extrémisme violent et promouvoir la cohésion sociale. C'est l'objectif de ce projet, Ensemble pour le dialogue, qui referme ses portes après 30 mois d'exécution à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et dans 6 autres communes du Kénédougou. Le bilan est positif dans le sens que nous avons connu une forte implication des différents acteurs. 2018 connaissait encore du démarrage de ces phénomènes, mais l'objectif justement c'était chacun de nous peut faire sa partie pour lui-même et autour de sa communauté et de son contexte et environnement. Le gouvernement se réjouit des résultats et invite tous les Burkinabés à s'impliquer davantage pour maintenir les acquis de ce projet. Je voudrais véritablement féliciter donc la réussite de ce projet et certainement souhaiter qu'il y ait des projets similaires dans notre pays. Ce qui est important, c'est que le Burkina Faso puisse continuer à entretenir cette flamme de brassage interculturel
interreligieux, extra-religieux. Ce projet est financé par l'Union européenne avec l'appui de l'ONG italienne Progetto Mondo, de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, OCADES Caritas Burkina, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI et bien d'autres partenaires. La situation sécuritaire et sociopolitique du Burkina, voici ce qui retient l'attention du mouvement Brassard Noir. Ce 9 juillet, son bureau exécutif a convié la presse pour livrer sa lecture. Urbain Benito Somé et Bienvenue Tansa pour les détails. La situation sécuritaire nationale pointée du doigt par le Brassard Noir. Inquiets des attaques à répétition, les responsables de cette organisation de la société civile appellent le gouvernement à intensifier les efforts pour favoriser le retour de la tranquillité dans les zones concernées. C'est le lieu pour nous, organisation de la société civile, de leur rendre un vibrant hommage pour les multiples sacrifices consentis afin que nous, populations, puissions vaquer à nos différentes occupations. Le Brassard Noir invite le gouvernement à poursuivre les efforts de développement dans les zones fortement touchées par l'extrémisme violent et la radicalisation. Appelle la population à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité, d'une part, et les autorités administratives, d'autre part. Pour Boukari Konombo et ses camarades, la situation engage les Burkinabés à des réflexions pour venir à bout de la menace. C'est pourquoi ils condamnent l'attitude de l'opposition politique pour avoir quitté la table du dialogue politique pour la rue les 3 et 4 juillet derniers. Pour nous, Brassard Noir, c'est un acte moralement inacceptable. Nous demandons au président du FASO de mettre fin au dialogue politique sans délai et ouvrir de larges concertations sur la situation nationale. Le Brassard Noir fustige par ailleurs la flambée du prix des produits de grande consommation et demande au gouvernement d'agir. Nous vous le disions dans nos éditions précédentes, les parlementaires de la CEDEAO sont à l'école de la crypto-monnaie. Elle est de plus en plus utilisée dans le monde entier et bien évidemment dans l'espace CEDEAO, d'où la nécessité pour les États de penser réglementation afin d'éviter l'utilisation abusive. La rencontre de Ouagadougou a donc permis de formuler des recommandations pour un usage plus rationnel. Cours de crypto-monnaie avec Urbain Benito Somé et Foussé Nekido. Pour une rencontre d'information, elle n'a pas suffi à calmer les inquiétudes des parlementaires de la CEDEAO face à l'activité de la crypto-monnaie dans l'espace communautaire. Les députés, dans un premier temps, ont cherché à se doter de connaissances nécessaires pour mieux appréhender son utilisation. Mais en l'absence d'une réglementation, il est difficile d'agir contre l'usage abusif de la crypto-monnaie, d'où cette démarche des députés de formuler des recommandations. Dans un premier temps, à l'endroit des chefs d'État et de gouvernement, pour que des mesures urgentes pour protéger l'épargne de nos populations puissent être prises. Également à l'endroit de la commission de la CEDEAO, pour qu'également après les mesures prises par les chefs de l'État, un suivi rigoureux soit vraiment réel. Et après au niveau nous-mêmes du Parlement de la CEDEAO et au-delà, au niveau de nos parlements nationaux, que nous puissions vraiment pencher sur la question, dans un premier temps pour sensibiliser suffisamment les populations sur les avantages et les inconvénients de cette monnaie numérique qui, aujourd'hui, on peut le dire, ne connaît pas une banque centrale qui fait la régulation. Tout ce qui appelle à l'épargne publique a besoin d'un encadrement et d'une garantie pour que les populations ne s'engagent pas et après observent la perte totale de leur richesse. Pour l'instant, on ne parle pas de loi, le domaine étant complexe et transnational. Mais les députés de l'espace communautaire souhaitent plus d'engagement des 8 banques centrales de la CEDEAO. Une rencontre d'ailleurs prévue à Accra au Ghana dans 1 mois et demi et les parlementaires comptent revenir sur la question déjà discutée à Ouagadougou. Autre titre de l'actualité, cette intoxication signalée dans les eaux du fleuve Mohun, c'est dans la province des Balais. Elle serait due, selon le ministère en charge, à une augmentation de la turbidité de l'eau. Pour l'instant, l'on constate la mort du bétail et de plusieurs tonnes de poissons. Constat terrain avec Yves Rwamba et Karima Ouetraogo. Des herbes ravagées, des bœufs morts, des poissons impropres à la consommation, c'est le constat que l'on peut faire ici à Sikako dans la commune rurale de Sibi. Selon les populations, tout serait parti d'un produit chimique jeté dans ce canal à proximité des rails et à environ 200 mètres du fleuve. Bon, l'affaire est arrivée depuis la nuit de dimanche, la pluie de la nuit de dimanche là. On a trouvé que l'eau a été c'était
intoxiqués. Bon, nous, en tout cas, nous, on peut dire que le produit s'est quitté dans le train. Voilà, c'est-à-dire c'est le produit qui est jeté dans le train. Bon, la pluie a battu ça, donc la pluie a envoyé ça jusqu'au fleuve. Donc ça a eu plusieurs poissons qui ont mort. Le bœuf, il y a eu 5 bœufs qui ont mort. Donc, depuis le mardi, ça passait. À Sekako, en tout cas, ça passait. Mais on a des nouvelles que vers Baporo, on a la vers Poura et autres là. Ça meurt toujours. Voilà. 4 communes sont concernées par cette situation. Ce sont les communes de Sibi, de Boromo, de Poura et de Fara qui sont situées le long du fleuve Mouhoun. Des dispositions sont prises par les autorités pour éviter la consommation de ces produits impropres par les populations. Le ravitaillement a été vraiment stoppé au niveau de l'ONUA. Et nous, à notre niveau, on a fait passer rapidement un communiqué pour empêcher les riverains et toute la population de consommer le poisson, les poissons, les carcasses de ces poissons-là, et faire passer aussi, comme au niveau du centre-ville, il y a un crieur public qui a fait le tour de tous les quartiers, en tout cas pour empêcher les populations et de consommer l'eau et de consommer le poisson comme on a retrouvé sur le site. Bon, les gens ont pris ça pour consommer, mais rapidement, sur la radio du Voix des Balais, ils ont donné des informations et publié aux gens de ne pas consommer le poisson. Bon, avec les groupes WhatsApp et autres, les gens ont publié de ne pas avoir mangé ça parce que c'est intoxiqué. Plusieurs équipes, dont celle de l'agence de l'eau, ont effectué des prélèvements sur les lieux afin de déterminer la cause de cette intoxication. L'augmentation de la turbidité de l'eau pourrait expliquer ce phénomène. Ils sont désormais aptes à servir dans leur pays. Ils sont au nombre de 18, tous officiers sapeurs-pompiers et issus de l'Institut supérieur d'études et de protection civile. 5 mois de formation sanctionnés par la remise de leur diplôme, à charge pour eux de faire désormais preuve de courage et d'exemplarité dans leur caserne. La sortie de la 9e promotion est immortalisée par la caméra de Issa Kafando et la plume de Sekou Zango. C'est le couronnement de 5 mois de stage pour ces officiers sapeurs-pompiers. 20 soldats du feu au départ, 2 recalés et 18 admis reçoivent ici leur parchemin. Des officiers sapeurs-pompiers issus de 12 pays d'Afrique, désormais aptes à assurer leur mission de protection civile avec efficacité. Grâce à l'implication acharnée et totale du commandement et la volonté ferme dont ont fait preuve tous les stagiaires sans exception, je pourrais aisément dire que nous sommes enfin prêts à assumer nos responsabilités en tant que pompiers. Le secourisme, la protection des populations, la sécurité incendie, la prévention des risques, des notions acquises par ces officiers et aussi beaucoup de pratiques sur le terrain. Jeunes professionnels, vous êtes à présent non seulement des lauréats de l'ISEPS, mais aussi de véritables ambassadeurs de cette prestigieuse école, des représentants de la maison qui vous a formé. Je vous demande humblement de porter haut le flambeau de cette source nourricière. Soyez fiers d'avoir choisi d'être sapeur-pompier, car le sacrifice de soi pour la vie de l'autre fait de celui-ci le plus beau des métiers. 13,57, c'est la moyenne de classe de cette 9e promotion. Un niveau jugé satisfaisant selon les formateurs et le ministère de l'administration territoriale d'appeler ces sapeurs-pompiers à toujours demeurer des officiers exemplaires et travailleurs une fois de retour dans leur pays. Voilà, une sortie de promotion qui a bel et bien porté la plume de Isiaka Nana. Au ministère des Mines, c'est une passation de charge entre le président sortant et celui nouvellement élu. Adama Soro succède à Tidiane Barry, qui a passé 4 années à la tête de l'institution. Le président entrant axe son mandat sur 3 grandes composantes que sont la redynamisation, le repositionnement et le renforcement de la Chambre des Mines. Plus de développement avec Kounsoun Koulibaly et Oumou Sissé. Ces attributs confèrent à Adama Soro les pleins pouvoirs pour présider à la destinée de la Chambre des Mines. Élu le 25 juin dernier lors de la 8e session de la dite Chambre pour un mandat de 2 ans, il remplace à ce poste Tidiane Barry. Pour le nouveau président et son équipe, la tâche est immense car le secteur minier burkinabé reste confronté aux défis majeurs de son développement tant économique que sécuritaire. Et pour y arriver, sa stratégie est axée autour de 3 composantes.
Continuer la redynamisation de la Chambre des mines pour une meilleure défense des intérêts de ses membres en particulier, mais surtout du secteur minier en général. Ensuite, la composante 2, le repositionnement de la Chambre des mines comme acteur majeur du développement socio-économique du Burkina. Enfin, le renforcement de la collaboration avec l'État. Une collaboration qui passe par une meilleure organisation du secteur des mines afin qu'il contribue davantage au développement socio-économique du pays. Du Fonds minier de développement local, qui est désormais opérationnel, et aujourd'hui plus de 70 milliards ont déjà été répartis donc à travers les différentes communes du pays. Je voudrais aussi rappeler des problématiques qui ont été résolues comme celle de la contribution financière en matière d'eau. Le secteur minier donc occupe une place prépondérante dans notre économie et il est de bon temps que nous puissions travailler à ce que ce secteur-là, au-delà de la vie donc de la mine, puisse consolider un développement durable pour le Burkina Faso. Pour le ministre Bachir Ouédraogo, c'est maintenant que les acteurs du secteur doivent travailler à ce que l'économie burkinabé puisse survivre à l'après-mine en créant des opportunités d'emploi. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.